Et si ce qu'on pensait savoir sur la schizophrénie, eh bien c'était juste la première page d'une histoire bien plus complexe. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une vision scientifique beaucoup plus nuancée, qui nous emmène bien au-delà de la simple tempête de dopamine. C'est un puzzle fascinant, et on va essayer d'assembler les pièces. Voilà la question qui a longtemps dominé le débat. Cette idée d'une tempête chimique, d'un simple excès de dopamine. C'était la théorie principale pendant des décennies. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? En fait, le tableau est beaucoup plus détaillé que ça. Bon, alors c'est ici que le changement de perspective a lieu. C'est un virage à 180 degrés. On est passé d'une idée assez simple, celle d'un excès de produits chimiques, à un problème bien plus subtil, un problème structurel, celui des récepteurs qui sont censés recevoir et interpréter le message de la dopamine. Alors, revenons juste un instant sur cette fameuse hypothèse hyperdopaminergique. C'est la théorie classique, celle qui dit qu'un excès de dopamine dans le cerveau est la cause directe des symptômes de la psychose. C'était la première ébauche, le premier jet. Et on comprend pourquoi cette idée a tenu si longtemps. Elle était intuitive, presque facile à visualiser. Un déluge, une inondation chimique qui dérègle tout sur son passage. Mais, comme on va le voir, cette explication, aussi simple soit-elle, ne suffisait plus pour expliquer toute la complexité de la maladie. Et c'est là que le récit bascule complètement. La recherche moderne, elle, s'intéresse beaucoup moins à la quantité de dopamine elle-même qu'au système qui la traite. Et ce système, ce sont les 5 grands types de récepteurs dopaminergiques. Ce sont eux les vrais acteurs de notre histoire. Voici donc cette fameuse famille de récepteurs. Le D1, le D2, D3, D4 et D5. Mais attention, il ne faut surtout pas imaginer qu'ils sont interchangeables, pas du tout. Chacun a un rôle extrêmement spécialisé, une mission bien à lui dans l'architecture incroyable de notre cerveau. Pour bien comprendre, on peut imaginer ces récepteurs comme différents postes de commandement dans la salle de contrôle de notre cerveau. C'est à partir de ces postes qu'on organise notre réalité, qu'on structure notre raisonnement et même qu'on perçoit le temps qui passe. Alors voyons comment chacun fonctionne. On commence avec le D2. Il est absolument fondamental. Son rôle, c'est d'agir comme un verrou, une sorte de serrure qui maintient une frontière bien nette entre ce qui vient de nos pensées, de l'intérieur, et ce qui vient du monde extérieur. C'est lui le gardien de notre contact avec la réalité. Et la conséquence de son dysfonctionnement est directe. Quand le verrou des deux fonctionne bien, la frontière est claire. Mais quand il est défaillant ou surstimulé, cette frontière s'efface, elle devient poreuse. Et c'est comme ça qu'une pensée purement interne peut être perçue comme une voix qui vient de l'extérieur. Passons maintenant au D1. Si le D2 est le verrou, alors le D1, c'est l'architecte. Il est situé principalement dans le cortex préfrontal et il est le pilier de notre pensée organisée. C'est lui qui nous permet de planifier, de structurer nos idées et de garder un fil conducteur dans nos raisonnements. Et là encore, le contraste est saisissant. Un système D1 qui fonctionne bien permet d'avoir une pensée structurée, logique. Mais quand il y a un déficit en récepteur D1, comme on le voit dans la schizophrénie, la pensée devient chaotique, fragmentée, incapable de suivre un plan. Alors, le D3, lui, on peut le voir comme le cadran de la science ou le bouton de volume de l'importance. Son job, c'est de décider ce qui mérite notre attention dans notre environnement. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est anodin? C'est le D3 qui tranche. Quand ce cadran est complètement déréglé, on assiste à un phénomène que les scientifiques appellent la science aberrante. Concrètement, des événements totalement neutres, un regard, une couleur, un objet, peuvent soudain être perçus comme chargés d'un sens immense, personnel. C'est une véritable invasion de sens qui nourrit la paranoïa. Autour du D4. Son rôle, c'est celui d'un filtre cognitif, un tamis. Il est là pour faire le tri entre les informations pertinentes, le signal, et tout le bruit de fond qui nous bombarde en permanence. C'est lui qui établit une hiérarchie dans ce qu'on perçoit. Et quand ce filtre est cassé, c'est comme si toutes les vannes s'ouvraient en même temps. Le monde déferle sur nous, sans aucun trait, sans aucune hiérarchie. Tout semble avoir la même importance. Tout est une intrusion. C'est cognitivement épuisant. Et pour finir, le D5. Son rôle est plus subtil, mais tout aussi essentiel. Il se trouve dans l'hippocampe, le centre de la mémoire, et il agit comme une encre temporelle. C'est lui qui nous aide à tisser nos souvenirs ensemble pour former un récit de vie qui a du sens, qui est cohérent. Donc quand le D5 dysfonctionne, les conséquences sont profondes. Le fil de notre histoire autobiographique se casse. La continuité de notre soi à travers le temps est compromise. Et ça mène à un sentiment de fragmentation de l'identité et du temps lui-même. Bon, maintenant, il faut assembler toutes ces pièces.
Parce que le point absolument crucial, c'est que ces récepteurs ne tombent pas en panne chacun de leur côté. C'est la défaillance simultanée de tout le système qui crée la maladie dans toute sa complexité. On peut vraiment voir ça comme une réaction en chaîne dévastatrice. Le déficit en D1 fait s'effondrer la raison. En parallèle, la surstimulation du D2 brise le contact avec la réalité. La dérégulation du D3 provoque cette invasion de sens. Le D4 lâche et le filtre ne fonctionne plus. Et pour finir, l'altération du D5 fragmente le temps et l'identité. Chaque panne ajoute une nouvelle couche à la pathologie. Tout ceci nous amène à une conclusion radicalement nouvelle. C'est un vrai changement de paradigme dans notre façon de comprendre la schizophrénie. On change complètement de regard. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. Le problème, ce n'est pas tant le messager chimique, la dopamine elle-même, mais bien l'incapacité du cerveau à comprendre le langage que ce messager essaye de lui parler. Autrement dit, les signaux sont bien envoyés, mais le système de réception, lui, est cassé. C'est une panne structurelle du système qui est censé lire, filtrer et donner un sens à la réalité. Les messages arrivent, mais ils sont indéchiffrables. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir de la recherche et des traitements. Car si on comprend que le problème, ce sont les serrures qui sont cassées et non la clé, alors toute la question devient: comment fait-on pour concevoir de nouvelles clés, des clés bien plus intelligentes et bien plus ciblées,